Bonjour à tous, bonjour Monsieur le vice-président de la Commission européenne, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants de l'État, Messieurs les représentants de la Fédération, des fédérations, Monsieur le Président de la PFA et Mesdames et Messieurs, je veux d'abord vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au sein d'Electricity, qui est notre pôle industriel dédié aux véhicules électriques. Je veux vous remercier très chaleureusement, Monsieur le vice-président de la Commission, d'avoir choisi le site de Renault de Douai pour annoncer la stratégie automobile de la Commission. Merci également à vous, Monsieur le ministre, pour votre présence. Surtout, je veux vous dire, Monsieur le vice-président, Monsieur le ministre, toute ma gratitude, notre gratitude de l'équipe de Renault pour votre engagement très fort au service de l'industrie européenne au cours de ces derniers mois. Et je veux saluer aussi tout particulièrement Luc Châtel qui a dû nous quitter pour son activité assez remarquable. Le choix de Douai et d'Electricity nous fait évidemment très plaisir parce qu'ici c'est vraiment le cœur du combat qu'on mène depuis 5 ans pour recentrer Renault en Europe et surtout en France. Vous le savez, il y a 5 ans, la situation était très difficile pour nous. On a fait un gros travail pour redonner des perspectives à tous nos sites en France. Aujourd'hui, on peut dire qu'on y est arrivé pour tous nos sites. Depuis Cléon, je parle de Dieppe, avec Alpine, en passant pour Flins, avec l'économie circulaire, au Mans, Batilly, Sandouville, et jusqu'au pôle électricité de Douai, Ruitz et Maubeuge, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un écosystème dont on a fait le premier pôle de production de voitures électriques en Europe. Et je remercie tous les collaborateurs de Renault pour leur engagement qui a rendu possible tout cela. Renault Group a fait le choix de la France. On a investi 14 milliards d'euros depuis 2020. On a créé Ampère, qui est un potentiel champion français et européen de l'électrique et du software, en faisant un plan qui localise plus de voitures en France que jamais auparavant, dont la Renault 5, que vous avez vue, elle est belle, voiture de l'année. Avec elle, on prouve ici que oui, on peut réussir à faire des petites voitures électriques compétitives dans ce pays. On réussit à le faire parce qu'on se bat tous les jours pour concentrer les 2/3 de nos fournisseurs à moins de 300 km d'ici, pour innover dans le développement technologique, pour assembler une Renault 5 plus vite qu'une Tesla, là je le dis. Et tout ça, c'est aussi un travail d'équipe. Les pouvoirs publics ont joué un rôle fondamental, notamment à travers le programme France 2030. Et je veux vous remercier, Monsieur le ministre, pour le soutien acharné du gouvernement. Et on sait aussi que la bataille est encore loin d'être gagnée. Face à la transition, je dirais, majeure que connaît cette industrie, les constructeurs européens jouent le jeu, je pense. On investit 250 milliards dans l'électrique, mais cela ne suffira pas sans une stratégie industrielle un peu globale qui mette en place toutes les conditions nécessaires. Je parle d'une offre, par exemple, d'électricité décarbonée et compétitive. Je parle d'un dispositif stable, la stabilité aussi importante du soutien à l'achat, au déploiement accéléré des infrastructures de recharge et surtout, je pense, une orchestration de tous les acteurs sur toute la nouvelle chaîne de valeur, depuis le secteur minier jusqu'au recyclage. C'est une question vitale pour une industrie qui a, depuis 150 ans, été un moteur du progrès européen, de la puissance européenne. Cette industrie, elle peut être aujourd'hui, encore une fois, un puissant diffuseur d'innovation et d'activité dans tout le système. Et ça va dépendre, je pense, de nous tous, nous en premier. C'est pour cela que l'annonce du plan automobile et votre présence aujourd'hui à nos côtés, Monsieur le vice-président et Monsieur le ministre, sont très, très encourageants pour nous et je vous en remercie pour ça. Et maintenant, je pense que j'aurai l'honneur de passer la parole à notre bien-aimé ministre Ferracci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, cher Luca, monsieur le vice-président, cher Stéphane, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis heureux à plusieurs titres d'être ici. D'abord parce qu'on est à Douai, dans un territoire qui est
parfaitement emblématique de l'industrialisation, de la réindustrialisation, de la reconquête industrielle. C'est un lieu idéal. C'est un lieu idéal parce que c'est un lieu tourné vers l'avenir, mais qui a aussi un très fort ancrage et qui laisse une empreinte qui doit être préservée, qui doit être consolidée. On a un cap, vous le savez, c'est la fin du véhicule thermique en 2035. C'est un cap que nous considérons ambitieux et que nous considérons réaliste et surtout que nous considérons nécessaire. On a une transition qui est engagée. Elle est engagée d'abord par les premiers acteurs de la transition que sont les industriels. Et moi, je veux saluer la dynamique qui est lancée. On a ici l'exemple de chaînes de valeur qui se sont constituées dans des délais extrêmement brefs, avec l'ensemble des composants électriques de voitures qui sont construits sur notre territoire. Et ça, c'est aussi la conséquence d'un cap qui a été fixé, qui est celui de 2035. Des progrès immenses ont été faits. On a aujourd'hui 18 modèles électriques qui sont industrialisés en France. Et ce sont des efforts et des résultats qui sont d'autant plus remarquables que, vous le savez, la situation de la filière automobile et puis la situation de l'industrie européenne dans sa globalité, c'est une situation difficile. Difficile du fait d'une concurrence, vous l'avez dit, monsieur le directeur, qui est féroce, qui est parfois déloyale, qui oblige parfois à intervenir et à se comporter en Européen avec l'idée de sortir d'une forme de naïveté. C'est un contexte difficile aussi parce que la transition, elle implique des investissements tout à fait massifs. Et le résultat de ce contexte, c'est que nous avons des entreprises en amont de la chaîne de valeur, en aval de la chaîne de valeur, qui sont parfois prises en tenaille entre les efforts de diversification et la baisse des volumes. J'ai eu l'occasion d'alerter avec d'autres collègues du gouvernement, Agnès Pannier-Runacher et Benjamin Haddad, sur la nécessité de donner à nos constructeurs de la flexibilité. Et nous avons plaidé pour un petit peu de flexibilité dans l'application des règlements européens, sans changer le cap, sans renoncer à ce cap. Et je suis très heureux que cette demande de flexibilité ait été entendue par la Commission, notamment au titre des adaptations du règlement café pour les années 2025 et suivantes. Je veux saluer véritablement, Monsieur le Vice-président, votre action, l'action de la Commission. Les annonces que vous allez détailler dans quelques instants et sur lesquelles je ne vais pas m'étendre sont des annonces qui participent d'une logique d'ensemble très cohérente. Il s'agit d'agir sur les investissements, d'agir sur l'innovation, de soutenir la demande. C'est un élément absolument essentiel dans le contexte actuel, d'une demande qui est, on le sait, déprimée pour le véhicule automobile en général et puis pour le véhicule électrique en particulier. Donc je veux saluer votre action, Monsieur le Vice-président, dans un contexte difficile, à la fois géopolitique, économique et parfois politique également, pour faire aboutir des mesures très concrètes, vous allez en parler, et dans des délais extrêmement brefs. Les délais brefs, c'est vraiment peut-être l'élément le plus important de ce plan. Nous avons besoin d'agir vite, nous avons besoin d'envoyer des signaux. Aujourd'hui, nous avons de bonnes nouvelles, nous avons des perspectives pour notre compétitivité, pour la compétitivité de notre filière automobile. Et à travers ces mesures, l'Union européenne fait la démonstration de sa capacité à être au rendez-vous de l'histoire lorsque l'avenir de notre industrie, l'avenir de nos territoires, l'avenir de nos emplois est en jeu. Et c'est le sens de ma présence aujourd'hui à vos côtés, c'est de montrer que le gouvernement français est aux côtés de l'Europe, aux côtés de la Commission européenne pour soutenir la filière automobile. C'est un combat que nous mènerons ensemble, c'est un combat que nous gagnerons ensemble, j'en ai la conviction. Et je vous remercie et je laisse désormais la parole à Monsieur le Vice-président. Bon, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher Marc, Mesdames et Messieurs, chers élus, chers parlementaires. C'était très important pour moi d'être ici au cœur de l'industrie automobile européenne. L'industrie automobile européenne est une fierté pour notre continent, c'est une fierté technologique, c'est une fierté économique et c'est 13 millions d'emplois directs et indirects. C'est une fierté pour des dizaines de territoires. Je pense notamment ici, dans ce bassin territorial, avec autour ces usines, son tissu de PME qui fait aussi travailler l'ensemble des habitants de cette région et qui fournissent aussi des équipements à nos constructeurs. Comme toutes les industries, l'automobile fait face à des défis. Nous avons évoqué l'ensemble de ces défis lors d'une table ronde à l'instant avec les élus. Je
pense notamment au prix de l'énergie, à la concurrence déloyale, à l'instabilité du monde, et puis des évolutions technologiques, vous l'avez évoqué Monsieur le Ministre, qui sont lourdes, celles de la voiture propre, des voitures connectées et des voitures autonomes. Et l'industrie a évidemment investi depuis maintenant 5 ans, même plus, pour certains qui se sont préparés pour prendre ces tournants et devra également, dans ce cadre-là, investir probablement beaucoup plus dans les prochaines années. Douai, ici, on est en quelque sorte la preuve vivante. C'est pour ça que nous avons proposé, et vous avez accepté gentiment de nous accueillir pour cette présentation de ce plan. Et je mesure ici même les efforts qui ont été faits en termes de formation, en termes d'organisation du personnel et personnellement également pour l'ensemble de vos salariés. La transformation de ce modèle implique énormément pour à la fois l'organisation de l'usine et en même temps l'appareil productif, des contraintes et puis des investissements. La Commission européenne a donc présenté aujourd'hui son premier plan sectoriel de la mandature de la nouvelle Commission européenne, et ce plan est dédié à l'automobile. Il vient ce plan complémenter un certain nombre d'initiatives avec la décarbonation de notre économie comme objectif. L'automobile est une question économique, sociale, climatique, mais aussi une question de souveraineté pour l'Europe, souveraineté pour les États membres. Et l'Europe ne peut pas être une puissance sans son industrie de l'automobile prospère, autonome et diversifiée. Nous n'avons pas vocation, et c'est ce que je disais peut-être en introduction aux élus locaux tout à l'heure, nous n'avons pas vocation à être l'usine d'assemblage du monde. Nous avons vocation à être la chaîne de production, probablement, du monde, en tout cas de l'Europe, dans les productions ici qui sont faites dans la nouvelle gamme que vous avez sortie. Et c'est pour cela que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et avec mon collègue commissaire au transport, Monsieur Tzitzikostas, nous avons conçu ce plan qui est en réalité tant un plan d'urgence qu'un plan également sur le long terme et qui donne en quelque sorte la voie sur laquelle la Commission souhaite s'engager dans les grandes réformes et les grandes tendances de nos politiques industrielles. Il a été construit avec les industriels, tous les industriels, les constructeurs, les équipementiers, la nouvelle industrie de la batterie, la voiture évidemment, comme les camions, dont je rappelle le leadership mondial pour ce qui est de l'Europe. Il est intégré, on ne raisonne plus d'un côté avec les enjeux climatiques et de l'autre côté avec les enjeux de compétitivité économique, et on doit répondre à tous les enjeux ensemble, car c'est ce que font en réalité les entreprises, ce que doivent faire également les responsables politiques dans ce moment-là, prendre les contraintes à la fois du marché et à la fois de la compétitivité. Il est tourné vers l'avenir, ce plan. Quand d'autres pays font le choix des technologies du passé, nous faisons le choix de l'électrification et de l'électrique durable et du Made in Europe. Et il est financé, puisque 1 milliard pour l'innovation, 500 milliards d'euros pour les bornes de recharge, 1,8 milliard pour les batteries. Ce sont des chiffres qui ont été annoncés ce matin par la Commission européenne, sur lesquels nous nous sommes battus pour réaiguiller un certain nombre de fonds et donc prioriser en quelque sorte nos politiques publiques sur d'autres priorités. Et donc c'est aussi notre capacité de pouvoir s'adapter à la donne économique, aux urgences industrielles et à la géopolitique qui change en permanence. Là-dessus, la Commission a réussi, en tout cas son pari, de présenter un plan financé, organisé. Je vais peut-être vous dresser quelques propositions, sans rentrer trop dans le détail, mais je pense qu'il y a à peu près 10 mesures sur lesquelles je souhaitais juste évoquer la pertinence et qui démontrent également la robustesse de ce plan et notre volonté d'aller de l'avant.
Nous créerons une alliance industrielle pour accélérer sur l'innovation, les voitures connectées et autonomes, et nous ne devons pas être à la traîne dans ce domaine. Concrètement, nous allons créer des règles communes européennes pour les voitures autonomes. On ne peut pas avoir des règles différentes selon les pays. C'est aussi la force du marché intérieur européen. C'est 450 millions de consommateurs. Mais pour que ce marché intérieur européen soit une force pour les industriels, et notamment les industriels de l'automobile, il faut que nous puissions avoir à peu près les mêmes réglementations les uns et les autres. Et c'est sur ce domaine-là que la Commission se propose d'agir. Nous allons aussi s'assurer de notre souveraineté sur les logiciels, sur les semi-conducteurs, et nous ne pouvons pas prendre aujourd'hui le risque que nos voitures puissent être contrôlées par la technologie extérieure, soit depuis Austin, soit depuis Shenzhen pour ce qui est des Chinois. Mais le Made in Europe de la voiture connectée, c'est aussi une mesure de sécurité pour les Français, pour les Européens. Vous retrouverez ça profondément ancré dans ce plan d'urgence aussi, mais comme je vous l'ai dit, qui dresse les perspectives pour l'avenir. Nous apportons également de la flexibilité, Monsieur le Ministre l'évoquait un instant, et la question des amendes. Nous mettons en place un mécanisme sur 3 ans pour ne pas pénaliser nos constructeurs qui ont besoin de plus de temps pour atteindre les objectifs de réduction de CO2, et c'est une question de bon sens et un signal qui est donné fort à l'écosystème. C'était paradoxal de devoir demander des amendes à des constructeurs et en même temps de devoir les aider et les accompagner dans cette transformation de l'autre. Ceux qui avaient pris de l'avance pourront d'ailleurs capitaliser leur avance, puisque le mécanisme qui a été choisi est intelligent et permet un bon mix justement en étalant ces 3 années les amendes qui étaient requises. La révision anticipée des standards CO2 est aussi une proposition de la Commission. Nous allons commencer la révision du texte sur les standards de CO2 plus tôt, dès que possible, et nous fournirons en 2026 un paquet complet garantissant notamment la neutralité technologique. 4e point, nous allons booster la demande sur le marché, et c'est une mesure forte là encore, puisque les flottes professionnelles représentent aujourd'hui 60% des véhicules neufs vendus chaque année en Europe, et nous allons présenter un plan d'ici la fin de l'année pour verdir les flottes professionnelles, et donc à chaque renouvellement, nous demanderons aux entreprises d'acheter en grande partie de l'électrique pour booster la demande, le carnet de commandes, y compris des constructeurs, et nous permettre également d'avoir un marché du véhicule électrique secondaire, ce qui n'existe pas encore. Permettre ça pour avoir aussi une accessibilité d'un certain nombre de véhicules pour les classes moyennes et les classes défavorisées. Nous allons déployer 500 millions d'euros sur les infrastructures de recharge. On facilitera également les permis et l'accès au réseau, je pense notamment au réseau électrique pour ce faire. Et puis l'Europe a également décidé pour la première fois d'assumer le Made in Europe. Je le disais, c'est une révolution. Il y aura dans la loi des exigences de Made in Europe sur les batteries, sur les équipements, et tous les pays le font. Je le disais également aux élus tout à l'heure. L'Europe sort enfin de sa naïveté sur ce secteur. Je pense que c'est une bonne chose de retrouver cette question dans les plans européens. 7e point, l'Europe lance également par ce plan un paquet batterie pour couvrir tous les aspects de cette nouvelle filière qui a à peu près 5 ans. Nous avons vu également un certain nombre de constructeurs faire des partenariats régionaux. C'est le cas ici, notamment avec constructeurs de batteries, leur capacité aussi pour les constructeurs automobiles de pouvoir les assembler. Et l'objectif est assez simple, c'est de passer de moins de 20% de batteries européennes à plus de 40% dans les achats européens. Et donc les fonds d'innovation et le fonds d'innovation européen participera à hauteur de 1,8 milliard d'euros au renforcement des gigafactories européennes. La question du soutien direct
à la production est donc urgente, notamment pour les gigafactories actuelles. Et donc j'en ferai une question personnelle, je l'ai dit à la présidente, de pouvoir sauver ces gigafactories qui aujourd'hui sont dans une difficulté à la fois sur les commandes et à la fois sur les technologies de production, sur le scale-up, sur la mise à l'échelle de la production. Il demande encore un accompagnement et c'est aussi de la responsabilité de l'Union européenne qui a lancé ces filières de pouvoir venir dans cette question de production, pouvoir les aider. Mais qui dit batterie dit aussi matières premières, le lithium, le cobalt, le manganèse. Nous réouvrirons en tout cas probablement des mines en Europe d'ici quelques années et nous signerons de nouveaux accords pour diversifier l'approvisionnement en matières premières. Nous créerons des stocks stratégiques et nous garantirons également que la black mass étant le déchet de la batterie et la réutilisation de la batterie puisse être recyclée en Europe. Aujourd'hui, nous envoyons l'ensemble de cette black mass à travers le monde. Elle est recyclée, retraitée, et souvent la matière première nous est renvoyée pour une nouvelle utilisation. Il y a une filière à construire, il faut créer aussi les conditions de sa compétitivité et donc créer de la demande. Et nous avons dans notre responsabilité, la responsabilité de créer cette filière du recyclage de la batterie avec toutes les conditions évidemment de sécurité, mais aussi toutes les conditions de compétitivité qui sont dues. On aura l'occasion d'en reparler puisque la Commission européenne se propose de faire une grande révision des marchés publics et donc d'introduire dans les clauses des marchés publics également des dimensions de recyclage made in Europe, notamment sur la batterie électrique et son recyclage pour pouvoir justement apporter à cette nouvelle filière que nous souhaitons voir naître en Europe les conditions de la demande. Concernant la concurrence déloyale, l'Europe a déjà agi avec vigueur contre les subventions d'État chinoises qui ont artificiellement favorisé en quelque sorte les constructeurs chinois. L'Europe doit aussi en finir avec sa naïveté sur les investissements. Et oui, l'Europe a besoin d'investissements, mais surtout d'investissements de qualité. Et nous ferons désormais des conditions à ces investissements. Nous donnerons des conditions, notamment en termes de transfert de technologie, de transfert de propriété. Et donc, il faut que ces investissements aient de la valeur ajoutée. Et nous, Européens, nous sommes un tissu industriel. Cette valeur ajoutée, elle doit à un moment donné être discutée dans la capacité des entreprises étrangères à venir opérer sur le territoire européen, soit en transfert de technologie, soit en propriété intellectuelle. Nos concurrents le font, États-Unis, Chine, Inde, tous demandent ces conditions pour voir produire et opérer les entreprises européennes sur leur territoire. Je propose, et nous proposons avec la Commission, de sortir également de cette naïveté et de mettre ces clauses. Nous aurons besoin des États membres pour consolider cette proposition, mais je sais que la France est très alignée et depuis longtemps partage cette position. Enfin, car cette transition doit être aussi juste pour les travailleurs, la Commission modifiera le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour qu'il bénéficie à plus d'entreprises, notamment les entreprises dans le secteur de l'automobile et toute sa filière pour protéger au mieux les travailleurs et surtout pour garantir les formations qui sont nécessaires dans le cadre de cette transformation à l'électrique. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes tous mobilisés. Nous le devons à la fois à notre filière, à la fierté que j'évoquais en introduction. Nous le devons également aux travailleurs. Nous le devons à notre histoire industrielle, à l'Europe, qui sera toujours là pour construire les fondements de son industrie, puisque c'est les fondements de sa constitution politique également. Et je suis convaincu qu'avec cette période que nous vivons, qui est difficile, en tout cas, il y aura un certain nombre d'opportunités. Encore une fois, le marché intérieur est un formidable levier de croissance. Encore faut-il afficher les mêmes ambitions. L'objectif des États membres a été incroyablement ambitieux en choisissant d'appliquer presque en
en intégralité le rapport Draghi et le rapport Letta et les propositions qui ont été faites pendant la campagne des européennes. Je souhaite qu'elles puissent se concrétiser, y compris pour cette filière. Les propositions sont sur la table. Je m'engage également, et nous nous engageons également en termes de rapidité, d'effectivité, puisqu'il y a urgence pour la filière. Et j'espère pouvoir aussi compter sur l'ensemble des institutions européennes, Conseil, mais également Parlement européen, pour porter ces sujets au Parlement et d'en faire en quelque sorte un sujet d'intérêt général européen. Nous avons moins besoin de débats politiques et de polémiques autour de l'électrification et de notre modèle, et plus de pragmatique économique. C'est ce que propose la Commission avec un business plan qui accompagnera l'industrie d'avenir et celle qui permettra également à nos enfants d'être fiers des voitures électriques de demain. Merci beaucoup. J'invite maintenant Monsieur le Ministre à rejoindre le vice-président pour la séance de questions avec la presse. C'est bon? Je crois que ça marche de mon côté. Ça marche aussi ici. On peut partir, on peut y aller. Bonjour, Taïmas de l'AFP. Une question sur la clause de revoyure en 2026. Est-ce que ces mesures qui sont annoncées, en tout cas cette réouverture du Green Deal, ça veut dire que 2026, la revoyure, ce sera l'occasion de faire entrer les biocarburants, d'accéder peut-être aux demandes d'autres pays que la France? Oui, on propose d'accélérer la clause de revoyure pour une raison principale, c'est qu'il faut qu'on donne un cadre réglementaire solide, robuste et avec de la prévisibilité à l'ensemble des constructeurs et à l'ensemble de la filière. Et donc ce que j'ai proposé au Collège des commissaires, c'est avec le commissaire Tzitzikostas, c'est qu'on puisse commencer dès 2025 à élaborer les règles et donc revoir l'ensemble des paramètres qui sont prévus dans la loi, qui nous obligent pour pouvoir prendre des décisions assez rapidement en 2026. Dans ce cadre-là, la question des e-fuels, des biocarburants se posera évidemment. La question de la neutralité technologique sur un certain nombre de points sera au cœur des discussions. Et je souhaite qu'on puisse engager ce débat puisque ça nous permettra également de faire un point sur la concurrence, sur l'état du marché international, mais également sur l'état d'avancement des usines et de l'appareil industriel. Je pense que les constructeurs sont prêts, en tout cas sont demandeurs. La Commission est prête à avancer sur ce sujet, et donc nous aurons l'occasion d'en discuter. Moi, je ne veux pas préempter un débat et une discussion avec les constructeurs et l'ensemble de la filière maintenant, mais comme le droit et la loi européenne nous l'oblige. D'ailleurs, c'était mon prédécesseur Thierry Breton qui avait poussé cette clause de revoyure. Elle s'appliquera et on commencera plus tôt que prévu, puisque la géopolitique, les questions économiques et la demande unanime de la filière est d'accélérer sur ce sujet-là. Et Monsieur Deméo, que pensez-vous de cette clause de revoyure? Que va demander Renault? Que va demander Renault dans le cadre de cette clause de revoyure? Nous, on va être plutôt alignés avec ce que disent nos concurrents. Je pense qu'on a toujours parlé, on a toujours dit que c'était pas la peine de rediscuter les objectifs, qu'il fallait y aller. D'ailleurs, la preuve, regardez les choses qu'on a fait ici, c'est la meilleure démonstration qu'on est convaincu qu'il faut y aller. Mais en même temps, comme industrie, on a toujours parlé de neutralité technologique dans l'espoir que les ingénieurs puissent toujours trouver une solution. Il faut que les régulateurs nous disent où ils veulent qu'on aille, mais pas exactement comment. Et c'est ça un peu dans l'esprit, mais ça fait des années qu'on le dit. Et je salue le fait qu'il y a une ouverture au dialogue, parce que le dialogue, c'est important. On met les problèmes sur la table, on essaye de trouver des solutions. Il faut
Il faut que l'industrie européenne redevienne compétitive dans tous les domaines, même les domaines du futur. C'est très important et on est là pour travailler, pour investir. Et je pense que Douai est plutôt un symbole de accélération, de reconversion. Albertina Torsoli de Bloomberg, la question est un peu pour tous les trois, même si le point de vue est différent. Vous avez cité les risques géopolitiques et le fait que c'est très important pour l'Europe, pour être fort, d'une industrie automobile très forte. Mais je dirais que le monde a un peu changé depuis vendredi dernier, avec des inquiétudes au niveau de la défense et donc un grand effort qu'il y aura pour la défense en Europe, avec probablement. Est-ce qu'il va rester à l'Union européenne de l'argent et à la France de l'argent pour le secteur automobile, vu les autres inquiétudes qu'on a aujourd'hui? J'imagine que c'est quelque chose que vous vous demandez aussi. Mais comment faut-il réfléchir à ce problème-là? Et peut-être, Luca, de votre côté, comment allez-vous continuer à dire que l'urgence, c'est aussi des incentives pour l'électrification et tout ça, quand le champ des possibles s'est un peu élargi dernièrement? Merci. Bonjour à tous. Alors évidemment, il y a des décisions qui seront prises dans les tout prochains jours sur l'enjeu du financement de notre effort de défense, et notre base industrielle et technologique de défense, puisqu'il y a un Conseil européen exceptionnel qui a lieu demain. Dire qu'en réalité, ce que nous cherchons à faire depuis un certain nombre d'années, et ce que la Commission essaye de faire avec les plans sectoriels, au fond, c'est de soutenir l'ensemble des chaînes de valeur. Lorsqu'on prépare, comme c'est le cas, un dialogue stratégique sur l'acier, on se donne les moyens de renforcer la chaîne de valeur de notre industrie automobile en Europe, comme de l'industrie de défense. Donc il y a une certaine cohérence dans tout ça. Il faut raisonner à l'échelle de filières entières, il faut raisonner à l'échelle de chaînes de valeurs entières. Il faut se donner les moyens de retrouver de l'autonomie stratégique avec des principes qui sont assez similaires. Le vice-président l'a dit, sortir de la naïveté en imposant des clauses de contenu local, en imposant un principe de fabriquer en Europe et de fabriquer en France pour ce qui me concerne, faire en sorte de miser sur l'innovation, soutenir la demande. Tout ça, ce sont des principes transversaux au soutien à beaucoup de filières différentes, et en particulier les filières qui sont confrontées à une compétition très dure, les industries de base, l'automobile, et qui sont aussi confrontées à des transitions. Donc il n'y a pas au fond d'arbitrage ou de choix cornélien à faire entre l'automobile et d'autres filières comme la défense, de mon point de vue. Ouais, juste en complément, moi je vais quand même battre, puisque dans votre question, il y a une partie de risque réel de faire du zigzag sur l'agenda de compétitivité européen. Parce que les priorités seraient différentes, parce qu'il faudrait aller d'un côté ou un autre. Donc moi, je vais me battre pour qu'on puisse garder cet agenda. Je pense que c'est l'intention de la Commission européenne. Il ne faut pas céder sur les objectifs, et vous avez besoin de prévisibilité. Par ailleurs, notre modèle économique, c'est aussi une forme de réponse à ce qui est en train de se passer au niveau international. Et donc la force de notre modèle économique, le marché intérieur que j'évoquais de 450 millions de consommateurs, est un élément du dialogue stratégique que nous avons avec nos partenaires ou nos concurrents. La Chine, les États-Unis, l'Inde. Ils nous respectent parce que nous pouvons consommer, parce que nous produisons, parce que nous avons des industriels qui sont capables également de faire de l'international. Donc il n'y a pas d'incompatibilité à renforcer son modèle quand votre modèle est attaqué, en quelque sorte. Et puis troisième point, j'ai envie de dire, l'argent qui sera probablement dépensé, et nous avons ouvert et nous proposons en tout cas au Conseil européen, à la Commission, de décloisonner un certain nombre de fonds pour pouvoir acheter du matériel militaire. C'est l'annonce de la présidente ces 24 dernières heures, n'est pas incompatible non plus avec une partie de la filière qui peut, sur du sous-traitant, des fournisseurs de l'automobile, peut-être même des constructeurs eux-mêmes, participer à certaines commandes dans le domaine de l'industrie de défense. En tout cas, l'Allemagne a décidé de casser toutes les règles et de mettre 500 milliards d'euros supplémentaires dans son réarmement. Et il faudra des industries également pour pouvoir faire de la logistique, produire des camions, des voitures, organiser les sous-traitants de manière différente, répondre à des appels d'offres
de l'armée qui, en tout cas, demanderont à renforcer ces points précis. Et tout ça participe au renforcement également de la filière automobile. Donc, il ne faut pas voir, je pense, d'opposition nette. La boussole, elle est claire. Agenda de compétitivité européenne. Il faut qu'on gagne en compétitivité. Il faut qu'on fasse baisser le prix des matières premières. On a décidé et on a proposé de faire de l'achat en commun de matières premières pour faire baisser le prix, comme ce qu'on avait fait sur les vaccins à un moment donné lors du Covid. La Commission propose un certain nombre d'outils pour faire descendre le prix des matières premières, gagner en compétitivité aussi. Et puis, il va falloir profiter dans ce moment de complexité des synergies, des priorités liées aux tensions géopolitiques. Et tout ça reste à coordonner. En tout cas, on sera à la Commission là pour coordonner les choses et pour que l'industrie européenne aussi ne soit pas lésée dans les priorités qui seront faites budgétaires. Bon, tout a été déjà dit par le vice-président et le ministre. Peut-être je peux ajouter une chose, c'est que on pense que tout se fait ou peut se faire simplement parce qu'on peut injecter de l'argent public dans le système. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a beaucoup de situations où, en fait, ça coûte pas de l'argent, mais en fait, ça crée du business. Quand on parle du verdissement des flottes, ça coûte pas de l'argent. Quand on parle de peut-être nous permettre d'installer un chargeur au lieu d'y mettre 2 ou 3 ans, comme c'est le cas pour des thèmes d'administration locale, etc., et de le faire en 6 mois, ça coûte pas de l'argent. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire. Nous, ce qu'on recherche, c'est les conditions pour pouvoir faire du business. Donc je pense que le rôle que peut avoir la communauté et le gouvernement, c'est justement de coordonner, de nous aider à trouver un business case, comme le disait le ministre, sur toute la filière. Ça, c'est un travail d'équipe, okay, entre le public et le privé, et dans le privé, entre les secteurs. Et je pense que le rôle des autorités, c'est justement de nous mettre tous dans les conditions de pouvoir être compétitifs et de chacun de retrouver dans son morceau de la chaîne de la valeur un business case, et puis on va y aller. Je veux dire, une chose comme ça, on ne l'a pas décidé parce qu'il y avait des subventions publiques. Il faut être clair. Je ne veux pas vous donner les chiffres comme ça, mais je pense que c'est une fraction de l'investissement qui a été fait. Ça a créé autour du nord de la France, on a estimé que ça a entraîné quelque chose comme 20 milliards d'investissements dans cette région. Ce n'est pas de l'argent public, c'est une partie qui a été donnée. Donc la chose la plus importante, c'est qu'on se mette d'accord, on parle business, on parle plan, parce qu'on a besoin d'un plan industriel et on va y arriver. Et la preuve, c'est que c'est possible. Bonjour, Ian Johnson du Financial Times, merci beaucoup. Une question sur le durcissement de la réglementation environnementale. Il a été retardé, mais la menace reste en place d'ici 3 ans. N'est-il pas toujours une menace à la compétitivité? Est-ce que vous êtes confiant de pouvoir y arriver à temps, Monsieur De Meyer particulièrement? Merci. Il n'y aura pas de retour en arrière et de 180 degrés sur les objectifs. D'abord parce que la décarbonation de l'économie est devenue une stratégie économique et macroéconomique pour l'Union européenne. On importe jusqu'à, je crois, 600 milliards d'euros d'hydrocarbures en Europe. C'est autant qui, dans la balance commerciale, est totalement déficitaire. Et c'est ces 600 milliards d'euros qu'on ne retrouve ni en emploi indirect, ni en impôts pour l'État, ni en TVA, ni en consommation, ni en production, ni en commande. Ces 600 milliards d'euros nets qui sont achetés pour du gaz, du pétrole, pour faire de l'essence. Donc oui, il est urgent de pouvoir réutiliser ces 600 milliards d'euros pour la compétitivité de nos entreprises, pour l'éducation, pour la santé, parce que nous ne produisons pas de pétrole sur le territoire européen, contrairement à nos concurrents, notamment américains. Et nous avons besoin donc de produire de l'énergie sur le territoire européen qui est décarboné, et donc d'où notre stratégie de décarbonation, et aussi de transformation de ce secteur automobile. Donc au-delà même, pour ceux qui ne croient pas, même si je pense qu'ils font erreur,
Mais pour ceux qui ne croient pas aux vertus climatiques de notre stratégie, sur la biodiversité, sur la question du changement climatique, au moins qu'ils puissent croire à l'argument économique, qui est rationnel. Donc il n'y aura pas de 180 degrés sur ce sujet-là, les objectifs resteront. Ce qu'on propose, c'est d'adapter le chemin et donc de faire gagner en flexibilité les entreprises pour éviter de se retrouver avec une application du Green Deal qui n'aille pas avec la compétitivité des entreprises. Donc le chemin sera adapté, les flexibilités seront données, mais les objectifs resteront. Comme la question m'était posée, oui. Monsieur le ministre, merci d'être venu. C'était un grand plaisir. Et vous êtes toujours le bienvenu, évidemment. Non, comme la question m'était posée, c'est clair, nous, on part toujours, même cette année, on était parti pour faire le café, comme on dit. Et la question, c'est à quel prix? Et la pression que les deadlines nous donnaient, comme j'ai eu occasion de dire plusieurs fois, mettait un risque de plus de 15 milliards d'amendes potentiellement sur l'industrie, alors que c'est justement le moment où il fallait mettre l'argent ici. Okay, donc moi je salue cette flexibilité qui nous a été donnée par la communauté européenne. Je pense que c'est un signe de pragmatisme et je ne vois pas pourquoi on en fait un discours un peu politique, un peu dogmatique, parce que regardez, moi je viens de l'entreprise. Dans les entreprises, on fait des plans à 10 ans. Puis on fait un plan à moyen terme, 3-5 ans. Et puis on fait le budget toutes les années. Vous savez pourquoi? Parce que la moitié des choses qu'on a écrites dans le plan à 10 ans, ça ne marche pas. Donc il faut avoir la capacité d'adapter, de ne pas perdre l'objectif et d'adapter tout le plan. Et c'est exactement ce que la Commission européenne a fait. Donc moi je ne peux que dire merci pour ça. Parce que je pense que ça nous enlève, un poids totalement inutile, alors que les ressources et l'énergie, il faut qu'on la mette dans les investissements, dans l'innovation, dans la formation des gens, etc. Donc voilà ma réponse. Nous, on est parti pour le faire en 3 ans. Au lieu de le faire en 1 an, c'est plus facile. Notamment, on va lancer encore 3 voitures cette année à Douai. Je viens d'annoncer la Twingo, on va faire les véhicules utilitaires en électrique, et ça va arriver 26, 27, et donc évidemment, ça sera plus facile. La plus grande condition, je pense que c'est la montée en cadence dans la demande des voitures à basse émission, que ce soit hybride, électrique, parce que les hybrides, ça nous donne la possibilité de générer de la marge qu'on peut réinvestir sur l'électrique, et l'électrique, dans le système européen, c'est très important parce que dans le calcul de la moyenne, ça vaut 4 voitures à combustion. Donc il faut que les voitures électriques, elles baissent de prix. Mais de l'autre côté, il faut qu'on voit les Européens qui sont aussi convaincus de toute cette idée. Ils commencent à acheter de plus en plus de voitures électriques. Voilà un peu l'histoire. Mais nous, on est parti pour gagner. On ne descend pas sur le terrain de jeu pour perdre, ça c'est clair.